Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de participer à cette conférence débat organisée par l'ABJA, à nouveau en visioconférence, on commence à s'y faire. Nous avons aujourd'hui la chance, et je l'en remercie, de recevoir Mathieu Lancry, qui est administrateur Biocoop, producteur de légumes de plein champ au sein de la coopérative Norabio. Il produit des pommes de terre, des petits pois, des haricots verts, et aussi de céréales blé meunier pour la coopérative Biocer, ces deux coopératives travaillant pour Biocoop. Bon, son exploitation est située dans le nord, dans un village situé entre Douai et Cambrai. Alors, Biocoop, comme il était inscrit dans la petite présentation qu'on vous a envoyée, est leader de la distribution alimentaire biologique, spécialisée en France depuis plus de 30 ans. Oui, je n'avais pas vu que le temps passait si vite. Ça a été créé en 86, leader du marché avec 33% de part de marché, plus de 630 magasins, dont 60 ouverts en 2020 contre 70 prévus, mais on reviendra sur l'actualité tout à l'heure, et 3200 fermes partenaires, dont la vôtre, Mathieu Lancry. Alors, l'objectif de Biocoop est ambitieux, c'est mailler le territoire, c'est ce que disait son président Pierre de Rhône en marge de la conférence de presse annuelle le 29 septembre dernier, c'est-à-dire avoir un magasin ouvert toutes les 15 minutes. Biocoop profite de la proximité et essaye d'ouvrir et du contexte actuel Covid qui favorise ce genre de surface, des petites surfaces pas plus grandes que 600 mètres carrés, mais en général, les magasins Biocoop font entre 250 et 400 mètres carrés. On y reviendra aussi tout à l'heure. Alors, avant de parler de Biocoop, j'aimerais bien Mathieu Lancry, qu'on regarde votre parcours parce qu'il est intéressant, il est même atypique. Vous n'êtes pas issu du monde agricole, même si vos grands-parents étaient agriculteurs. Par contre, vos parents ne l'étaient pas. Vous vous êtes installé tard, à l'âge de 34 ans, en 2006, après avoir eu une expérience d'accompagnement dans les installations agricoles. Et donc, aujourd'hui, vous êtes président de Norabio. Donc, on va regarder tout de suite votre parcours. Avant, je voudrais rappeler que c'est Fleur qui est aux manettes, que vous pouvez, bien entendu, c'est un débat interactif, poser vos questions soit directement ou par chat. Et puis, pour éviter tout parasite, oui, comme vous l'avez fait, la plupart d'entre vous, coupez votre micro. Alors, et j'insiste bien que c'est un échange participatif et ce n'est pas une thèse. On est là pour sortir de cet échange avec des connaissances supplémentaires. Donc, Mathieu Lancry, on commence par votre parcours. Vous avez eu un BTS production végétale en 2006. C'est cela même. 93. Ah, pardon, on ne vous entend pas par contre. J'ai eu mon BTS en 1993. 1993, oui, bien sûr, excusez-moi, c'est l'installation qui est en 2006. Voilà. Et ce qui est intéressant chez vous, c'est que vous êtes militant bio dans l'âme. Justement, en 93, le bio n'était pas du tout à la mode, mais vous y avez toujours cru. Vous êtes faites partie des pionniers du bio, quoi. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu tout ce cheminement? Que ce n'est pas un effet d'aubaine chez vous? Non, en fait, j'ai fait un BTS à côté d'Arras, à côté au lycée agricole, BTS, ce qu'on appelle technologie végétale, qui est en fait production végétale. Et à l'époque, il y avait quand même beaucoup, à la fois d'agronomie, qui moi me passionnait, mais aussi tout ce qui était lié au phyto, les traitements, les matières actives, les machins. Et ça m'avait forcément emballé cette affaire-là. Et en plus, on devait faire des stages pendant le BTS. Et j'étais dans une boîte phyto qui faisait des essais. Alors, je ne sais plus les noms des produits, je les ai oubliés depuis. Mais toujours est-il que pendant quasiment un an après, j'ai été suivi par la médecine nutariste parce que j'avais quelque chose dans le sang qui n'était pas normal. Et en fait, qui était quand même lié au fait que j'avais fait des essais et traité avec des produits qui n'étaient pas homologués, bien évidemment, mais en tout cas, ça m'a vraiment choqué. Je me suis dit, si en quelques mois, je peux choper ce genre de problème au sang. Alors, j'étais jeune et pour finir, ça s'est bien passé. Au bout d'un an, je n'avais plus rien, donc heureusement. Mais la médecine du travail à l'époque qui était très claire sur le fait que ça pouvait être le fait des pesticides. Alors, bien évidemment, j'étais jeune, je n'étais pas protégé, etc. Ok, d'accord, mais il n'empêche que ça m'a vraiment été ça m'a vraiment questionné, quoi.
Et après mon BTS, j'ai eu la chance de pouvoir faire l'armée entre guillemets, puisque j'étais en fait j'étais objecteur de conscience dans une association euh, dans le giron, on va dire, de la Confédération paysanne. Et un des travaux qu'on m'avait demandé, c'était de pouvoir travailler enfin, de structurer une association pour accompagner toutes les personnes qui s'installaient, ce qu'on appelait les hors normes, c'est-à-dire hors des aides de l'État, de la dotation jeunes agriculteurs. Et à l'époque, en 95, il y avait quand même pas mal de personnes qui s'installaient hors des clous parce que trop vieux, hein, ils avaient plus de 35 ans à l'époque, ce qui est quand même un peu impressionnant. Ou alors ils avaient un doctorat de biochimie moléculaire et ils n'avaient pas les aides nationales parce qu'ils n'avaient pas un BTA agricole. Ou aujourd'hui, il y avait aussi, enfin à l'époque, il y avait aussi beaucoup de projets en bio parce que là, voilà, 95, les produits bio, que ce soit en maraîchage ou en transformation, on n'avait pas la même connaissance qu'aujourd'hui, quoi. Et donc, tous ces projets-là, j'ai appris à les accompagner, à les aider à structurer leurs projets, à regarder l'aspect économique, les aspects humains, et puis définir aussi leurs projets, c'est-à-dire est-ce que c'est vraiment un projet de vie ou pas, parce que le métier de paysan, ça reste quand même un projet de vie quelque part. On ne peut pas faire ça si on n'est pas passionné par le métier. Et c'est comme ça que j'ai découvert le monde de la bio assez vite. Et voilà, ça m'a convaincu définitivement de travailler dans ce domaine-là. Et donc, après quasiment 10 ans, fin 2003, ça faisait quelques temps que j'avais vraiment envie de passer et de pouvoir m'installer, mais en étant un coordinateur de la structure, j'avais vraiment pas le temps. J'étais voilà, concentré sur la tête dans le guidon, sur la structuration et la coordination de ma structure qui s'appelait Association Avenir, dans le nord de la France. Et j'ai voulu du coup prendre le temps de la réflexion pour pouvoir structurer mon projet aussi et pouvoir m'installer paysan. Et en fait, je suis parti de l'association sans rien avoir comme projet en termes de ferme. Et puis, le destin m'a souri, c'est que j'ai rencontré un couple d'agriculteurs qui n'avaient pas de successeurs et pas d'enfants, et que je connaissais parce qu'ils étaient du milieu de la Confédération paysanne, hein, que je côtoyais de temps en temps dans des réunions. Et ils m'ont dit, bah, écoute, nous, on n'a pas d'enfants, pas de successeurs. Ton projet de vouloir t'installer et le faire en bio, bah, ça nous intéresse. Eux, ils n'étaient pas en agriculture biologique, hein, ils étaient en conventionnel. Et donc, on a commencé à discuter. J'ai commencé à venir un peu travailler avec eux pour voir voilà, si ça pouvait coller. Et puis, j'ai repris leur ferme donc, au 1er janvier 2006. Et donc, j'ai converti tout de suite la ferme en bio. À l'époque, j'avais des betteraves sucrières. Et donc, en 2007, on a pu pouvoir revendre nos quotas par rapport à la restructuration de la filière sucre, ce qui fait que j'ai pu arrêter la betterave. Ça m'a permis de convertir l'intégralité de ma ferme, donc sur à peu près 36 hectares. Enfin, à l'époque, c'était quasiment 40, mais j'ai perdu de surface. Il y a 5 ans, j'ai voulu aider mon frère à s'installer en arboriculture bio, donc je vais essayer de 1,5 hectare pour qu'il s'installe derrière la maison en arbre. Et puis là, cette année, début 2020, j'ai recédé une petite partie, l'équivalent de 50 hectares à son fils, pour s'installer en maraîchage bio. Donc voilà, aujourd'hui, je cultive réellement soit 36 hectares et demi, quelque chose comme ça. Le reste, je les ai. Je fais partie des gens qui considèrent qu'on a toujours 1 hectare de trop et qu'on peut en céder 1 hectare pour accompagner l'installation d'un jeune. Dans le monde agricole, c'est toujours 1 hectare de plus qu'il faut. Bah, c'est ça. Et donc, moi, je trouve que ce n'est pas l'hectare de moins que j'ai sur ma ferme qui va faire que ma ferme est en déficit. Voilà. Si on en est 1 hectare près, c'est que le problème, il y a un problème ailleurs. Et votre engagement bio par rapport aux betteraves, on a eu cette discussion hier en préparant ce webinaire. Vous avez eu le nez creux de céder les betteraves, mais vous dites que par rapport au débat des néonicotinoïdes, on n'est pas obligé on peut faire de la betterave bio maintenant. Ah bah, alors, depuis 2-3 ans, aujourd'hui, dans la région Pas-de-Calais essentiellement, enfin les Hauts-de-France, il y a des essais de production de betteraves sucrières. Et effectivement, on arrive à produire de la betterave sucrière en bio aujourd'hui. La grosse question, c'est surtout la filière derrière et la façon dont on veut structurer la filière betterave sucrière. Et si on la structure de la même façon que la betterave sucrière conventionnelle, il n'y a pas d'avenir dans cette production-là pour les producteurs bio, quoi, parce que on est vraiment sur des décalages de stratégies qui sont complètement différentes. Nous, en bio, on va plutôt essayer de travailler
sur des dates de semis beaucoup plus tard, c'est-à-dire après le 15 avril, le 25 avril, quelque chose comme ça, pour pouvoir bénéficier à la fois de faux semis, parce que c'est quand même un des nœuds de la production biologique, c'est quand même de pouvoir gérer l'enherbement. Et donc, plus on sème tôt, plus on a des difficultés à faire de faux semis et plus on a des difficultés à gérer cet enherbement. Et puis, d'un point de vue juste par rapport aux pucerons, sur les questions des pucerons qui posent tant de problèmes, après le 15 avril, le vol des pucerons est très très rare et il n'y a pas de problème. En tout cas, ce qu'on a pu observer dans la région, c'est que les betteraves sucrières en bio n'avaient pas de problème de pucerons, de jaunisse du coup, et même parfois avec des parcelles de betteraves conventionnelles atteints juste à côté, quoi. L'écosystème, la fertilisation, qui n'est pas une fertilisation azotée minérale, mais plutôt organique, enfin pas plutôt, mais organique, joue sur le sucre et donc l'appétence qu'auront les pucerons à venir sur la betterave. Les dates de semis, c'est pareil, les vols de pucerons, c'est après le 15 avril, il n'y en a plus. En tout cas, pas pour la betterave. L'écosystème et les auxiliaires qui sont autour des exploitations bio et des fermes avec les lait fait que on a des auxiliaires qui gèrent aussi les pucerons. Donc, c'est tout un écosystème qui fait que en bio, on n'a pas de souci de pucerons et du coup de jaunisse, quoi. Mais par contre, le parti pris, c'est de ne pas semer trop tôt. Et donc, ça veut dire que si on est dans un système comme en conventionnel, en fait, pour compenser la baisse de prix du sucre, enfin de la betterave, qui est de plus en plus bas, on est obligé, les producteurs sont obligés pour compenser d'augmenter leur rendement. Et le seul moyen, c'est de commencer à semer très tôt pour avoir un bon potentiel. Mais ça a des conséquences, quoi. Et donc, pour nous, voilà, le problème, il n'est pas tant agronomique que politique et d'organisation de filière, quoi. Donc, on voudra faire de la betterave à bas prix, on ne s'en sortira pas. On sera toujours obligé d'avoir des artifices de chimie pour pouvoir justement compenser, quoi. Alors justement, la philosophie de Biocop, c'est de travailler avec des exploitations bio comme la vôtre. Est-ce que vous voulez nous faire maintenant une petite présentation succincte de Biocop? Oui. Parce que vous avez un PowerPoint. Ouais, alors, je ne sais pas si vous l'avez devant les yeux, là? Je sais pas Oui. si, oui, toujours partagé. Oui, je vais pas forcément, vous allez voir, il y avait un slide, mais je ne vais pas forcément m'attarder sur ça. On va faire ça vite, parce que c'est plus un échange. Voilà, c'est ça. Je pense que là, l'objectif, en plus, vous l'aurez après mail. Par mail, si vous le souhaitez, sans aucun problème. Très bien. Alors, Biocop, vous voyez, la charte de Biocop, ça fait 30 ans qu'elle a été créée, qu'elle a été posée. Et vous voyez que ce n'est pas de développer l'agriculture biologique dans un esprit d'équité et de coopération, c'est vraiment l'ADN de Biocop aujourd'hui. Et c'est bien, voilà, il y a les 4 axes sur le partenariat avec les groupements de producteurs, l'engagement sur la transparence des activités, la qualité de l'agriculture biologique, et puis le fait que des magasins, c'est des lieux d'échange et de sensibilisation pour une consommation responsable. C'est vraiment ça, les éléments qui sont importants et que les sociétaires Biocop partagent et en tout cas ont envie de développer. D'un point de vue en aire factuelle, aujourd'hui, c'est 670 magasins. On a 20 groupements de producteurs comme Nora Bio, comme Biocer, comme Biolay, par exemple, si vous connaissez, qui font partie de ce qu'on appelle la section agricole, qui est donc une section de la coopérative Biocop, comme les magasins ont une section magasin et les salariés, etc. Et les consommateurs. Et les consommateurs, tout à fait. Et donc, chacune de ces sections, excusez-moi de vous couper, a des postes d'administrateurs. Oui. La coopérative Biocop, c'est 4 sections. Donc, la section des magasins, bien évidemment, on est répartis sur des grands bassins, ou en tout cas des grandes régions. Il y a 4 régions en France, donc il y a 8 postes d'administrateurs issus de ces 4 régions. Magasins, j'entends. On a 2 administrateurs issus de ce qu'on appelle la section agricole, dont les 20 groupements font partie, et donc dont je suis issu, avec ma collègue Christelle Garnier de la COCEBI. Et on a une administratrice aujourd'hui issue du collège des salariés sociétaires. Donc, on voit les 450 salariés sociétaires. Donc, c'est bien des salariés qui sont sociétaires de Biocop et qui partagent le projet Biocop. Et puis, parmi les 3 associations de consommateurs, on a une représentante qui est administratrice aussi de Biocop. Donc, vous voyez, on a vraiment voilà, tout le monde est autour de la table, quoi. Et c'est ce qui est vraiment qui fait la richesse du modèle coopératif de Biocop. Pour les 20 groupements de producteurs, c'est à peu près 3200 fermes qui sont autour de ces 20 groupements.
On a à côté de ça des producteurs locaux qui vont directement livrer les magasins. Et alors, on estime à 7000, mais en fait, la difficulté, c'est que il y a certains producteurs qui ne produisent pas beaucoup et qui fournissent un peu les magasins. Il y en a d'autres, c'est leur activité principale. Donc, voilà, ben, on va dire il y a autour de 10 000 fermes qui tournent autour de Biocoop en termes de fournisseurs. Et puis, sur 2019, on était à 1,4 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Là, de ce qu'on peut voir au niveau 2020, on devrait atterrir autour d'1,6 milliard, pas très loin, autour d'1,6 milliard. Encore un bon développement. Justement, sur la partie, sur les valeurs claires et singulières, c'est qu'aujourd'hui, on est vraiment un réseau de distribution 100% bio. C'est quand même très important. On ne fait pas du conventionnel et un peu de bio à côté. On est 100% de saison, c'est-à-dire que les tomates en hiver, bah, on ne trouve pas à Biocoop. 0% OGM, vraiment, c'est quelque chose qui est très, très important. Et 0% de transport en avion. Toutes les denrées, y compris le café ou les bananes qui viennent d'autres pays, sont transportées par voie soit navigable, soit ferroviaire en fonction des lieux, quoi. Mais il n'y a aucun avion qui est utilisé pour transporter ces denrées. Et en bleu, en fait, c'est tout ce qui est lié à l'origine, 80% d'origine France. Alors, bien évidemment, pour le café, le cacao et les bananes, on aura du mal. Alors, on peut avoir origine France. Quand je dis France, c'est métropolitain. Hein, mais voilà, c'est quand même un impact fort sur la structuration de l'agriculture biologique en France. On est autour de 24% de commerce équitable, 15% de produits issus de producteurs locaux. Donc, quand on dit locaux, c'est inférieur à 150 km et 485 références en vrac. Et ces éléments-là, c'est des éléments qu'on souhaite faire bouger, c'est-à-dire qu'on aimerait avancer encore plus vers le commerce équitable. Et dans le commerce équitable, il y a ce qu'on appelle le commerce équitable nord-nord, enfin nord-sud. Max Havelaar, par exemple, en fait partie, mais aussi le commerce équitable nord-nord qu'on est en train de développer. Bon, là-dessus, je vais peut-être pas insister parce que sinon on va être, voilà, on va prendre plus de temps que prévu. L'émission, vous voyez, de Biocoop, c'est vraiment de développer l'agriculture biologique dans un esprit d'équité de coopération. Ça, c'est vraiment l'idée et le projet initial de Biocoop qui perdure encore aujourd'hui. Et que Biocoop, c'est aussi un acteur du changement. On a une nécessité de changer si on veut laisser une terre à peu près vivable pour nos enfants. Et Biocoop, c'est une façon, en tout cas, oui, c'est ça, c'est une façon de pouvoir être acteur du changement si nécessaire de notre point de vue. Réseau de magasins indépendants, il y a 670 magasins, 70 ouvertures en 2019. Alors, on disait tout à l'heure, on a 60 ouvertures en 2020, mais qui sont plus liées à la crise du Covid. Et on est on a des décalages en fait, et donc on sera plutôt sur 80 en 2021. Donc, vous voyez, c'est à peu près 70 ouvertures par an. Excusez-moi, pour le chiffre d'affaires prévu 2020, c'est 1,4 milliard, c'est ça? Alors 2020, ce sera 1,6 milliard. 1,6 milliard finalement? Ouais, on ne devrait pas être trop loin d'1,6 milliard. Lors de sa conférence. Ah oui, d'accord, ok. Très bien. Et les 3200 fermes, c'est les fermes adhérentes parce que vous avez parlé de 10 000 fermes qui cohabitent. Les 3200 fermes sont issues des groupements de producteurs, donc des 20 groupements de producteurs. À Norabillon, on a 140 adhérents. À Biolay, ils sont 1300. Enfin, même plus maintenant aujourd'hui, mais en tout cas, ouais, vous voyez, on cumule tous les adhérents de ces groupements, et donc ça fait à peu près 3200 fermes. Et à côté de ça, on a des producteurs individuels qui ne sont pas organisés en groupement de producteurs, qui fournissent les magasins localement. Et donc, ça fait à peu près 7000 paysans et paysannes qui fournissent directement les magasins. D'accord. Et le total est 10 000. OK. Voilà. Mais c'est pour ça qu'on dit 10 000, mais voilà. Après, d'accord. Voilà. Ce qui est quand même un fait marquant sur le réseau, c'est qu'on est un peu plus d'un tiers de magasins qui se créent aujourd'hui sous statut, qui sont sous statut d'économie sociale et solidaire. C'est vraiment une marque, une volonté de Biocoop d'être dans ce mouvement-là de l'économie sociale et solidaire. Et c'est plus 60% des ouvertures depuis 2 ans. 2019-2020, on est à plus de 60% de magasins qui s'ouvrent sur ce statut-là. Donc alors derrière ça, il y a la SCOP, mais il y a aussi tout ce qui est lié à la loi Hamon sur l'économie sociale et solidaire, les agréments CESU, etc. La moyenne des magasins, c'est 300 mètres carrés. Donc, vous voyez, ce n'est pas des grands magasins, hein, c'est vraiment des supérettes, entre guillemets. Et il y a plus de 6200 salariés magasins avec une fréquentation, alors hors Covid, parce qu'effectivement, c'est un peu compliqué aujourd'hui d'avoir des statistiques
qui soit cohérente, mais on est autour de 300 clients par jour dans les magasins, au niveau du réseau. Là c'est la partie qui me concerne plus, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on est Norabio. Alors Norabio, c'est ici, hein, c'est tout en haut là. On est groupement de producteurs sociétaires de Biocoop depuis 2007. Donc, la section agricole de Biocoop a été créée en 2006 et nous, on est venu rejoindre la section en 2007, donc assez rapidement. Et c'est donc 20 groupements de producteurs, 3200 fermes et les 4 filières sont représentées, que ce soit les céréales, le lait, la viande et les fruits et légumes. Et vous voyez sur la carte la répartition géographique et un peu la répartition par type de filière. Alors, beaucoup structuré dans l'Ouest, hein, bien évidemment, mais voilà, il y en a un peu partout. Et on a on a fait évoluer en fait notre identité là, très récemment en indiquant sur les produits de Biocoop avec nos paysans et paysannes associés. Ça permet de montrer qu'un certain nombre de productions, notamment le rayon fruits et légumes pour nous concernant, Norabio, voilà, ça permet de montrer que ces légumes et ces fruits sont issus de groupements partenaires, enfin, sont plus que partenaires, hein, on est associés à Biocoop. Voilà. Un élément quand même aussi très important, c'est qu'aujourd'hui, la valorisation des liens avec la production, elle est faite à la fois par nous, c'est-à-dire nous, groupement de producteurs paysans, paysannes associés, et par la volonté qu'on a eue depuis 2 ans de créer un label bio équitable en France, donc un label de commerce équitable Nord-Nord, parce qu'à l'époque, on avait la marque Ensemble qui était une marque privée pour Biocoop, qui représente, c'est le fonds de développement de ce label, de cette marque Ensemble, c'était un peu plus d'1,2 million d'euros, et sachant que c'est 1% du chiffre d'affaires. Vous voyez quand même que le chiffre d'affaires qui avait été généré par ces activités de commerce équitable Nord-Nord était quand même important pour Biocoop. Et on a voulu, à la fois les groupements producteurs partenaires de Biocoop et les Biocoop et aussi la Scope Équitable qui avait un peu le même souci, de créer un label indépendant qui soit vraiment un label reconnu comme tel, c'est-à-dire qui ne soit pas une marque de distribution, mais bien un label de commerce équitable. Et ça, c'est quelque chose qui est en train d'être mis en œuvre. On a créé la structure en mai 2020 et on va dire les premières labellisations arrivent dans les rayons ces jours-ci, en ce moment. Et c'est vraiment pour nous, en tant que groupement de producteurs, nos 2 jambes. On a besoin à la fois de valoriser la pratique de comment on fait de la bio, et on a besoin au niveau des groupements de s'appuyer sur le commerce équitable pour justement éviter que les producteurs soient toujours la variable d'ajustement du reste de la filière. C'est ce qui a malheureusement été le cas dans beaucoup de filières en conventionnel. Et si on reproduit la même problématique en bio, on aura les mêmes problèmes après à terme. C'est-à-dire qu'on va toujours essayer d'intensifier les pratiques agricoles bio et puis on aura des déviances et on aura aussi des problématiques environnementales, même en bio. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir ces 2 jambes de commerce équitable qui soit équitable pour tout le monde, donc, mais y compris pour le paysan, et des pratiques agricoles qui soient respectueuses de l'environnement, etc. Voilà. Alors après, je ne vais pas forcément m'insister là-dessus, parce que là, voilà, c'est favoriser l'essor des filières bio, c'est-à-dire que nous, groupement de producteurs, on s'est constitué dans les années 98 pour la plupart. Donc au moment où on avait les premiers plans de développement de l'agriculture biologique, et l'idée, c'est vraiment d'accompagner le développement des surfaces en agriculture biologique. On n'a pas vocation à être un cercle fermé pour fournir Biocoop, un marché protégé, entre guillemets. On a vraiment un objectif de développement des surfaces en bio et on veut les développer en ayant des pratiques agricoles qui aillent au-delà du cahier des charges de l'agriculture biologique et qui permettent justement de faire vivre les producteurs. Et donc, bien évidemment, aujourd'hui, le réseau Biocoop n'achète pas tous les produits Norabio. Pour Norabio, c'est entre 50 et 60% du chiffre d'affaires. C'est un acteur très important, mais ce n'est pas le seul. Et dans certains groupements, notamment en céréales, c'est 15 à 20%. Le lait, par exemple, avec Biolait, ça doit être à peine 10%, je crois. Je ne sais plus si c'est 5 ou 7. Et donc, ça ne représente pas. Mais par contre, c'est le projet que défend Biocoop qui fait que Biolait est à la section agricole et s'investit fortement dans Biocoop. C'est cette façon de développer le commerce qui nous intéresse. Le fait de travailler sur une filière où en fait les producteurs, les transformateurs, les distributeurs
et les consommateurs sont autour de la table pour travailler sur des filières qui soient équitables et qui soient pérennes et donc résilientes, c'est ça qui nous intéresse dans la façon et dans le projet de Biocop. Est-ce que vous voulez dire que Nora Bio, par exemple, n'a pas qu'un client Biocop ou… Ah oui, oui, on a, alors des clients, on en a, enfin, on en a beaucoup, hein, mais on va dire le flux financier, enfin, l'activité qu'on fait avec Biocop, c'est entre 50 et 60% de notre chiffre d'affaires en fonction des années. Euh, mais voilà, tout le reste, Et le donc, reste? entre 50 et 50% à peu près, c'est soit d'autres magasins qu'on distribue directement. La restauration collective, on fait aussi de la restauration collective au niveau de Nora Bio. On fait de la distribution sous forme de panier, qui s'appelle le Biocaba, dans des points relais. Et puis, on a tout un volant d'activité qui est lié avec des partenariats avec des transformateurs pour faire des haricots verts, par exemple, petits pois surgelés, pour faire des frites, pour faire des chips, pour faire des carottes surgelées. Enfin, voilà, on a quand même un volant, enfin, voilà, une activité importante autour de ces activités de transformation avec des transformateurs. Alors après, ces produits peuvent se retrouver chez Biocop. Hein. Par exemple, sur les haricots verts, on a des partenariats pour que on retrouve les haricots verts en bocaux dans les rayons de Biocop. Mais il y a aussi beaucoup de clients qui vont faire leur propre marque ou leur propre distribution. Voilà, nous, on ne sait pas où va le produit après. Hein. Voilà. Biocop, c'est aussi 4 plateformes aujourd'hui qui sont qualifiées en HQE. Voilà, bon, le développement du e-commerce qui est en cours de développement. Et puis, on a un réseau, enfin, une structure qui s'appelle Biocop Restauration, qui fait à peu près, il y a 1000 références de produits qui est adapté à la restauration collective. On travaille aussi, nous, avec les groupements de producteurs, hein, donc il y a quand même un lien très fort avec ça. C'est 6000 clients, 18 salariés, et c'est l'équivalent de 5,4 millions d'équivalents repas en 2019. Alors, je n'ai pas les chiffres 2020, mais forcément, cette Biocop Restauration a été fortement impactée avec la fermeture là, des restaurants, des lycées, etc., lors du premier confinement. Et aujourd'hui, voilà, enfin, je pense que vous en êtes conscient, la restauration professionnelle n'a pas été réouverte, quoi. Les restaurants sont toujours fermés. On a l'activité des crèches, des écoles, des lycées, mais qui est quand même un peu conditionnée au fait de maintenir ou pas les écoles ouvertes. Donc, voilà, c'est aléatoire, ça dépend des moments. Et puis, sur les collectivités locales, bah, c'est en stand-by pour l'instant. Donc, voilà, c'est un sujet qui n'est pas simple à gérer aujourd'hui au sein de Biocop. Alors, in fine, en fait, comme on a eu une augmentation de la demande dans les magasins en tant que tel, ce n'est pas un problème en termes de filière et de consommation et par rapport aux producteurs. On a réussi à vendre nos produits. Ils ne sont pas passés en restauration collective, ils sont passés dans les magasins. Mais ça pose plus question à moyen terme sur cette activité. Voilà, il faudra qu'on retrouve des perspectives avec la restauration collective au Biocop. Ça représente combien de l'activité du chiffre d'affaires? Là, je ne pourrais pas dire. Je n'ai pas les chiffres derniers. Il faudrait que je regarde sur le bilan consolidé sur l'année pour avoir les éléments. Et en fait, ils parlent en équivalent repas. Alors après, Et voilà, c'est pour ça que je vous posais la question. 18 salariés. Et est-ce que justement le trou d'air causé par le Covid dans la restauration collective et commerciale, vous dites que c'est compensé un pour un par rapport à l'augmentation des ventes dans les magasins, des ventes aux particuliers? non, ça a été plus que compensé. Hein. Plus que… Il y a eu énormément de croissance en mars-avril. Là. Alors, je pense que la typologie des magasins Biocop, le fait que ce soit plutôt des petits magasins, ça a plutôt rassuré. Il y a eu beaucoup sur Paris aussi de croissance parce que voilà, on ne pouvait pas aller trop loin, donc les consommateurs sont allés au plus près et ont découvert les magasins Biocop. Et puis surtout, on a, contrairement à d'autres producteurs ou d'autres enseignes, comme on est en contrat en commerce équitable avec Biocop, on n'a pas profité de la situation, nous, groupement producteurs, pour augmenter les prix. On a des prix qui sont fixés à l'avance avec des prix de campagne, avec des tunnels de prix. On n'a pas voulu spéculer justement sur cette problématique parce que c'est du commerce équitable. De ce point de vue-là, on n'a pas.
Souvent, régulièrement, c'est quand même les producteurs qui sont ménagers, entre guillemets, dans la relation commerciale. Là, pour le coup, c'était les magasins qu'il fallait on va dire, sécuriser, à la fois en termes d'approvisionnement. Donc, on a aussi beaucoup travaillé. Enfin, nous, on a des chaînes de conditionnement qui ont travaillé 24 heures sur 24, y compris le samedi, pour fournir la demande. Mais c'était, voilà, il fallait qu'on le fasse. C'est un service public, quelque part, de l'alimentation qu'on a voulu mettre en place. Et on n'a pas voulu non plus augmenter les prix parce que pour nous, c'est le commerce équitable, ça va jusque-là. Et que la crise fait que les consommateurs n'ont pas non plus à payer plus cher un produit qui est disponible. Voilà. Voilà. Donc c'est ça aussi la force de Biocoop, c'est que pour nous, on est vraiment partenaires, on est associés. Et donc, on ne fait pas des one-shots où on coupe ou d'un seul coup, on va spéculer sur parce qu'il y a un contexte qui nous est favorable. Voilà, ça va dans les deux sens. Et donc, ça a été largement compensé. On a fait des croissances à plus de 50%, voire 100% par moment au niveau des magasins. Alors, ça n'a pas duré très longtemps, hein, malheureusement, mais en tout cas, ça a été compensé. Mais est-ce que avec la reprise, enfin le second confinement, vous constatez aussi cet engouement vers vos magasins, l'engouement des consommateurs vers vos magasins? Parce que beaucoup sont en télétravail, beaucoup Ouais. reculent. Là, on va dire, il y a un mieux. C'est pas le même niveau. C'est-à-dire que vraiment, le premier confinement, il y a eu une explosion pendant quelques semaines, là, qui était assez impressionnant et qui était difficile à suivre au niveau logistique. Hein. Et là, sur le deuxième confinement, on a eu un pic vraiment, genre plus de 100% pendant quelques jours, juste avant les annonces. Là, je suis vu la semaine il y a 15 jours. Là. Et puis, bon, là, ça s'est un peu régularisé. On est sur des croissances qui vont autour de 10-15%, quoi. Mais c'est pas les 40% parfois qu'on avait, qui avaient été soutenus pendant la crise. Hein. Et donc, ça reste, voilà. Les 10-15%, c'est lié au fait que les consommateurs, comme ils télétravaillent, vont faire leurs courses plus souvent, ne mangent pas dans les restaurants ou d'entreprise ou dans les restaurations collectives, etc. Et donc, forcément, il y a un report qui se fait dans les magasins. Et c'est pas, voilà, ça reste mesuré, on va dire. Et donc, C'est toujours 10-15% de mieux. oui, bien sûr. Toujours Oui, un- non, mais c'est-à-dire c'est une croissance, on va dire, normale au vu du contexte. On n'a pas L'engouement spectaculaire comme Ouais, vous c'est ça, avez ouais. dit en première période. Vous Et par fournissez. contre, on sent quand même que c'est plutôt aujourd'hui des jeunes générations qui viennent dans Biocoop. On a quand même pas mal de jeunes consommateurs. Quand je dis jeunes, c'est 25-30 ans, quoi, qui viennent commencer à venir faire leurs courses chez Biocoop. Et beaucoup sur voilà, ils vont essayer de travailler sur le zéro déchet, donc les emballages en vrac, les références en vrac. Comme là, ça, c'est quand même un élément qui permet d'avoir une accessibilité des produits. Le fait d'être en vrac, ça coûte moins cher. Et puis voilà, je pense qu'il y a aussi une prise de conscience des jeunes générations de l'intérêt de consommer bio et de consommer local. Quoi. Donc, ça permet d'avoir des produits un peu moins chers parce qu'on reproche souvent au bio d'être trop cher, d'être un produit pour les catégories socio-professionnelles aisées. Est-ce que vous constatez, vous, dans le profil de vos consommateurs? Alors, c'est vrai que, effectivement, le souci de mon point de vue, c'est pas tant que les produits bio sont plus chers, c'est que les produits conventionnels ne prennent pas en compte tous les effets négatifs et les effets collatéraux qu'ils produisent, la pollution des nappes phréatiques, les maladies, etc. Et donc, forcément, le différentiel, il n'est pas juste. D'ailleurs, aujourd'hui, si on réintégrait dans les produits conventionnels tous les traitements qu'on doit faire aux eaux des réseaux de distribution d'eau potable pour que l'eau soit potable justement en termes de nitrates, de pesticides et tout ça, vous verriez que le produit conventionnel serait beaucoup, beaucoup plus cher que le produit bio. Aujourd'hui, le produit bio, il n'a pas tous ces effets négatifs, il a plutôt des effets positifs sur l'environnement, sur la biodiversité, etc. Et donc, pour moi, le problème, il est là. C'est que on devrait pouvoir montrer justement tous les effets qu'on a sur l'activité, même économique. On embauche aussi beaucoup plus de personnes dans les fermes bio qu'en conventionnel. Et puis, vous assurez un revenu décent à l'agriculteur. Ça aussi, ça rentre dans le prix. Aussi, tout à fait. Et on est sur des fermes qui restent correctes, qui restent des fermes familiales. Alors, on a des fermes qui font 200-300 hectares. Hein. Il y a pas de... Moi, j'ai aucun problème sur le fait qu'on ait des fermes de ce niveau-là. Mais par contre, c'est
c'est pas des entreprises qui vont essayer de maximiser les profits, maximiser le rendement. Le fait qu'on soit avec des partenaires comme Biocop fait que on a la chance de pouvoir justement travailler sur une agriculture biologique qui soit exigeante au niveau des pratiques agricoles. C'est-à-dire qu'on refuse, par exemple, le chauffage des serres, qui n'a pas de sens d'un point de vue agronomique du goût de la production de tomates, et puis aussi au niveau énergie. Moi, je préfère clairement que ce soit des tomates qui soient produites en Espagne sans chauffage, qui ont du goût, qui ont plus de goût que quand on a des tomates chauffées au mois de mars, produites par des serristes avec du gasoil brûlé pour pouvoir chauffer les serres. Enfin, voilà, on a des vraies potentialités en France pour développer des produits de qualité. Faut rester sur ce créneau-là. Il ne faut pas vouloir produire pour produire. Ok. En hiver, ça n'a pas de sens. Voilà. Monsieur Lancry, je vais vous couper parce qu'on a déjà une question via le chat de Marie Nico. Je vous la pose. La concurrence des GMS, Carrefour, Casino, Auchan Bio est plus rude. Pensez-vous que Biocop gardera ses principes, sachant que ses prix sont plus élevés que ceux des GMS? Les enseignes, donc ça c'est la première question. Il y en a, elle est complétée par une deuxième question. Les enseignes spécialisées bio perdent du terrain face aux GMS. Est-ce que cela vous inquiète? Oui, bien évidemment. Oui. Je pense qu'aujourd'hui, le rôle de Biocop, Biocop est quand même leader sur le marché de la production biologique spécialisée, donc dans le réseau spécialisé. Et on le voit bien. Moi, je suis par ailleurs président d'une fédération qui s'appelle Forêt Bio, qui est la fédération des organisations 100% bio, dont en fait globalement les 20 groupements de producteurs sont dedans et d'autres. Et on discute pas mal parfois avec d'autres réseaux de magasins comme La Vie Claire ou comme Naturéo, Naturalia, etc. Et moi, du point de vue pour moi au niveau de Biocop a intérêt à ce que justement on ne soit pas les derniers magasins spécialisés, enseignes spécialisées face à la GMS. Et donc on a intérêt tous à maintenir un réseau de distribution spécialisé bio fort en France. Et sinon, effectivement, on aura les mêmes problématiques que dans d'autres pays où en fait c'est la GMS qui gère tout. Et on doit avoir des velléités de développer la lecture biologique dans leur rayon, mais c'est toujours à des prix au plus bas. Et encore une fois, ce qui a été fait dans le conventionnel avec les problèmes qu'on a aujourd'hui de pollution, on aura le même problème même en bio si on n'y prend pas garde. Et puis pour nous, pour le consommateur, quand il achète un produit bio, il y voit plus que simplement un produit qui n'a pas été ou qui n'a pas reçu de produits chimiques. Et donc, si on ne prend pas en compte toutes les composantes d'un produit bio, aussi bien au niveau social, environnemental, biodiversité, sociétale, etc., voilà, ça va être. C'est une segmentation de marché pour la GMS, la bio. C'est pas un projet qui remet en cause le modèle agricole. Et pour nous, c'est un problème. Est-ce que je peux vous interrompre, pardon? Vas-y, Marie. Il y a tout de même un problème de prix, de positionnement en prix. Vous pouvez avoir toutes les bonnes intentions du monde et vouloir contrer les GMS. Si vous proposez toujours des prix supérieurs et que le consommateur, là, traversant une crise, fera très attention à son budget, vous allez continuer à perdre du terrain. Est-ce que vos principes, vous ne devez pas peut-être les rénover, les mettre de l'eau dans votre vin, en fait? Alors, pour moi, ça dépend en fait de quel point de vue on se passe. Si c'est du coup dire bon, en fait, il faut absolument baisser le prix des produits agricoles et du coup, c'est toujours le paysan qui en pâtit. Voilà, on aura les mêmes problèmes qu'en conventionnel. Et donc, ce qu'on doit probablement faire, c'est qu'aujourd'hui, on est passé d'un marché de niche à un marché, on va dire, minoritaire, mais qui est plus de niche. Et donc, on a des effets d'économie d'échelle à avoir sur la transformation des produits, sur les chaînes logistiques. C'est un peu aujourd'hui, l'ambition de Biocop, c'est de justement d'être beaucoup plus rigoureux dans la gestion des productions,
donc de parler accessibilité-prix, mais pas le poser uniquement en termes de prix producteur. C'est comment on travaille la valeur de la production, comment on peut trouver des économies d'échelle au sein de la chaîne logistique de Biocop. Aujourd'hui, avec les plateformes qui sont récentes, qui sont du coup pas forcément optimisées parce qu'ils ont été construits pour garder 5 ans. On a des effets d'efficacité ou en tout cas d'efficience à avoir de ce côté-là. L'efficience logistique est importante. C'est un sujet important à Biocop parce que ça fait partie du prix final qu'on fait aux consommateurs. Et puis après, au niveau des transformateurs, je pense qu'il y a un enjeu à ce que on ait une discussion ouverte avec eux, de dire, ben voilà, on sait qu'au niveau production agricole, on ne peut pas trop jouer dessus parce qu'en fait, peut-être que certains considèrent que les paysans bio gagnent bien leur vie. Moi, je gagne correctement ma vie, mais je n'ai pas envie non plus. Si c'est pour travailler 70 heures par semaine et être payé au SMIC, je pense que je changerai de métier parce que ce n'est pas du tout la façon dont j'ai concevoir. Et je ne vois pas pourquoi moi je devrais me priver par rapport à d'autres. Et donc, bon, il est toujours été qu'il y a des efficacités à trouver au sein de la filière pour être beaucoup plus pertinent. Mais après, pour moi, encore une fois, comparer une tomate produite en Espagne avec des serres chauffées et puis des gens payés au lance-pierre par rapport à une tomate qui est produite sur des variétés anciennes ou avec des serres froides et puis sur des productions beaucoup plus petites, pour moi, c'est pas la même tomate. Donc, on ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable. C'est comme si on comparait des produits conventionnels avec des produits bio. Ce n'est pas le même produit. Donc, à vous écouter, il y a des gains à gagner, des gains à faire, pardon, sur la transformation, donc les industriels et la logistique. Important. Je pense que là, on a. Mais c'est lié au fait que, forcément, quand on était très, très minoritaire, les produits faisaient beaucoup de kilomètres pour être transformés. Nous, nos pommes de terre, par exemple, du nord de la France, ils allaient être transformés en chips à Aubagne. Donc, on a des coûts logistiques importants. Et tout ça, plus on va être nombreux, plus on va gagner en efficience et en termes de logistique et en termes de transformation. Et c'est ça qui est le pari de demain de la bio, c'est aussi de pouvoir gagner en… Le différentiel sera plus faible parce qu'on sera beaucoup plus efficace au niveau des différents maillons en fait, de la filière et jusqu'au magasin. Et jusque, par exemple, au service que offre Biocop, la coopérative Biocop a des services auprès de ces magasins, mais aussi une rigueur à avoir. Et c'est tout ce qui a été entamé depuis, on va dire, une bonne année aujourd'hui. Donc voilà, moi, j'ai pas… Mon seul enjeu, ma grosse crainte, c'est que effectivement Biocop se retrouve seul face à la GMS. Et que de ce point de vue-là, on a besoin de réseaux d'enseignes spécialisées bio forts qui continuent à perdurer. Et donc, du coup, ça veut dire que pour Biocop, l'enjeu, c'est pas d'aller bouffer, entre guillemets, les réseaux concurrents. C'est d'être travaillé peut-être ensemble sur un certain nombre de sujets qui peuvent être intéressants parce qu'on gagnera en efficacité. Mais en tout cas, voilà, ça n'a pas de sens de vouloir être le seul réseau de distribution spécialisé dans un monde de concurrence avec la GPS. Vous aviez fait, si je ne me trompe pas, une offre sur Bio C'est Bon. Et oui. Puis, finalement, Bio C'est Bon, ça fait une chaîne de distribution en moins puisque ça a été racheté par la GMS, par Carrefour. Oui. Là-dessus, en fait, ce qu'a voulu faire Biocop, c'est que c'était l'opportunité. Alors, il y avait un enjeu pour nous de maintenir un réseau spécialisé bio dans les territoires, essentiellement sur la région parisienne, mais quand même. Et puis de continuer à développer une consommation bio responsable et avec des produits bio, on va dire, exigeants. Et donc, l'idée de pouvoir racheter ce réseau et de pouvoir… Alors, c'est Biocop qui rachète, mais le portage était temporaire. C'est-à-dire que Biocop se faisait acquéreur du réseau Biomonde, de Bio C'est Bon. Et par contre, le fonctionnement de Biocop, c'est des sociétaires qui sont indépendants. Et donc, ça veut dire qu'il y avait là, après, un potentiel de magasins qui repartaient, qui étaient retrocédés en fait à des sociétaires, soit qui existaient déjà voisins, ou soit des ex-nihilo, c'est-à-dire des gens qui voulaient ouvrir un magasin Biocop. Et donc, l'avantage, c'est qu'il y avait déjà à la fois le modèle économique qui était posé et puis le local, quoi. Et donc, voilà, Biocop n'a pas vocation à avoir des magasins en propre. Quand je dis en propre, c'est la SA Biocop n'a pas vocation à faire ça. C'était juste du portage
intermédiaire. Et voilà, donc pour moi, l'enjeu de Biocop, c'était vraiment d'avoir l'opportunité de continuer sa croissance en rachetant un bio. Et de toute façon, on savait très bien que si ce n'était pas Biocop qui le faisait, ça avait été discuté avec les autres enseignes en disant, est-ce qu'on n'a pas un projet collectif à faire? Et en fait, voilà, c'était pas mûr. Du coup, si c'était pas Biocop, de toute façon, on savait que c'était Carrefour, Casino ou autre qui allait prendre le marché, ce qui a été vrai, hein, parce qu'en fait, effectivement, Carrefour a vraiment acheté ce réseau et a mis l'argent pour pouvoir être sûr de l'avoir. À partir de ce moment-là, nous, on n'est pas non plus, voilà, on n'a pas des centaines de millions d'euros de disponibles pour pouvoir faire ce genre d'opération. Et puis, d'un point de vue économique, ça n'avait pas de sens, ça ne tient pas la route. Le modèle économique de Biocop, au prix où Carrefour a racheté le réseau, Bio c'est bon, Biocop se serait cassé la figure, quoi, donc c'était pas la peine. Pas de sens. J'ai une question de Raphaël Lecoq. Offre-demande, concurrence entre distributeurs, comment évoluent vos marges avec Biocop? Alors, quand vous parlez de marge, c'est quelle marge? Marge financière, Je pense que c'est marge commerciale, marge brute. Vous m'entendez? Oui, oui. Raphaël. Oui, c'est Raphaël. Oui. En fait, je voulais savoir si dans le temps, les marges pour vous, en tant qu'agriculteur, elles restaient constantes ou elles avaient tendance à se resserrer ou pas face au développement de la bio, etc. Alors, on sent une tension aujourd'hui sur un certain nombre de productions, ça c'est évident. En fait, ce qui est compliqué, c'est qu'aujourd'hui, on sent qu'au niveau des groupements, on sent qu'on peut faire des marges, on peut faire des progrès et on peut vendre moins cher. Et la contrepartie, c'est que l'organisation, la planification, l'étalement sur l'année soit organisé beaucoup plus finement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on est engagé en termes de volume et de prix à Biocop, c'est un élément qui nous permet de nous sécuriser, permet de sécuriser les conversions, les gens qu'on accompagne et qu'on accueille chez NoraBio. Et puis, ça nous permet d'avoir une visibilité moyen terme. Ce qui fait qu'on peut plus facilement, on va dire, baisser le prix par exemple, de la pomme de terre si on sait que, on va être planifié sur tel et tel volume. Et puis, le deuxième élément, c'est qu'aujourd'hui, quand on vend un sac de pommes de terre Kraft 1,5 kg, on ne met dedans que des pommes de terre qui font 35, 60 de calibre. Tout ce qui est hors calibre, aujourd'hui, on a des soucis. Enfin, aujourd'hui, ça avance, hein, mais on avait vraiment des soucis de valorisation de toute la gamme, toute la production. C'est-à-dire, on pouvait jeter des fois 40% de nos producteurs, de notre production, parce que ça ne rentrait pas dans l'agréage. Et donc, le travail à faire, c'est de travailler avec les enseignes de distribution et les transformateurs pour que ces pommes de terre qui sont consommables mais qui sont juste pas dans la grille d'agréage puissent être transformées en chips, en purée, en frites, ce qu'on veut. Mais du coup, ça permet à la fois de pouvoir baisser le prix de la pomme de terre en sac, parce que voilà, on retrouve un peu l'équilibre sur l'ensemble de la production. Et je pense que ça, c'est à faire avec les transformateurs et les distributeurs. Et donc, c'est pour ça que la question de baisser le prix, moi, ce n'est pas un souci en soi de baisser le prix. Ça me paraît logique dans un contexte compliqué au niveau financier et de pouvoir rendre la bio accessible. Par contre, il faut qu'on trouve d'autres moyens de valoriser ce qui aujourd'hui n'était pas valorisé en bio. Et effectivement, en écart de tri ou en carotte, c'était 50% de ce qu'on produisait qui était jeté. Parce que la carotte ne faisait pas 2 cm de large, enfin, c'était 2 à 4 cm de large et puis 19 cm de long. Tout ce qui était hors de ces coups-là, c'était jeté. Donc, c'est une aberration, même en termes de gaspillage alimentaire, quoi. Et donc, le travail avec des transfos, de travailler justement ces questions-là, fait que on peut. La question du prix, pour nous, elle n'est pas un problème. C'est juste qu'il faut des conditions pour qu'on puisse être beaucoup plus pertinent et que le producteur ne soit pas, encore une fois, la variable d'ajustement. Je ne sais pas si c'est suffisant mes réponses. J'ai une autre question de Ivan Lovenov d'Agrapresse. Pouvez-vous nous dire quels seront les premiers produits labellisés bio et équitables dans les rayons Biocop? C'était par rapport au slide que vous avez montré précédemment. Quand arriveront-ils précisément? Quelles sont les perspectives pour ce label en termes de chiffre d'affaires et de nombre de références pour Biocop?
Alors, les produits labellisés bioéquitables en France devraient, je crois que c'est au mois de novembre que ça arrive, un certain nombre de produits. Alors, je vais pas il faudrait que je retrouve dans mes mails la liste des produits qui ont été mis en œuvre. Mais en fait, dans la stratégie de mise en œuvre, il y a justement, en fait, je vais vous montrer un peu dans la suite la marque, voilà, ici. Vous voyez, sur cette slide-là, c'est un peu l'ambition de la charte graphique de Biocop. Il y a eu une évolution depuis quelques temps. Biocop a une notoriété, comme les grandes marques, on va dire, nationales. Voilà. Et donc, et en fait, l'idée de Biocop, c'était de dire qu'il faut qu'on s'appuie sur notre notoriété et le fait que les consommateurs ont confiance pour justement développer une marque à notre identité, quoi, donc, la marque de Biocop. Et vous voyez en bas les petits pictos là, le label bio-équitable en France du lait demi-écrémé, c'est tous des produits qui sont à la fois produits par des producteurs bio de la section agricole, donc de paysans associés, et puis qui sont donc labellisés commerce équitable. Et donc il y a en fait une stratégie aujourd'hui, une stratégie ou en tout cas un planning de développement en fonction de la labellisation, parce que le groupement de producteurs, comme là pour le lait, c'est Biolait qui est derrière cette brique de lait. Et le groupement Biolait doit être labellisé bioéquitable en France, et la production de lait de ce produit-là spécifiquement doit être labellisée aussi. Alors donc, en fait, on a créé l'association en mai 2020. Les mises en route de procédures de labellisation sont en cours. Et donc, c'est difficile de dire si ça sera cette semaine. Je sais qu'il y a quelques-uns qui le mettent en route assez rapidement, mais ça va se faire dans les années 2020, 2021. Et par exemple, s'agissant du secteur fruits et légumes, cette démarche de commerce équitable, bioéquitable en France et paysans associés, on attend que les groupements soient tous labellisés pour faire une offre, de basculer en fait entre la marque Ensemble, qui est l'ancien commerce équitable du Biocop, vers bioéquitable en France. Donc là, ça peut peut-être être en février, ça peut peut-être être en mars. En fait, là, ça dépend vraiment de la capacité qu'a bioéquitable en France de labelliser les produits, les opérateurs, etc. Donc, c'est pas facile à estimer en termes de temps, quoi. Le timing, il sera dépendant de ça. Et donc, voilà, et après, en termes d'objectifs de développement, il y a vraiment une volonté pour Biocop que ça puisse faire à terme peut-être 35% commerce équitable au sein de Biocop, voire 40%, et avec les deux démarches, c'est-à-dire à la fois la démarche nord-sud, avec comme Max Havelaar, par exemple, sur le café, sur le cacao, etc., et puis sur les démarches nord, avec bioéquitable en France. Ok, merci. J'ai une autre question. Alors, peut-être que la personne pourrait se présenter parce que c'est P. Gauthier. Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. Je pose la question. Les plus récentes données Kantar indiquent une stagnation de la part de marché de légumes frais bio. L'avez-vous ressenti? Et comment l'expliquer? Indice prix peu favorable en temps de crise économique. Ou alors concurrence des offres alternatives de zéro résidu de pesticides. Oui, là-dessus, effectivement, on sent qu'il y a pas une pression, mais en tout cas, il y a toutes les démarches zéro pesticide, HVE, etc., qui rentrent un peu aujourd'hui dans le champ là. Et on sent effectivement qu'il y a un certain nombre de consommateurs qui ont tendance à s'orienter vers ça. Après, les groupements de producteurs aujourd'hui de Biocop sont plutôt à vouloir travailler avec des groupements, enfin avec des clients comme Biocop, et donc l'augmentation, elle est toujours relativement progressive. C'est 10-15% par an, quoi, en fonction de production. Mais le rayon fruits et légumes chez Biocop, c'est le premier rayon des magasins, et c'est aussi un effet marquant pour le consommateur, quoi. Il se base sur son rayon fruits et légumes pour acheter après le reste d'ailleurs, quoi. Et donc, moi, je l'ai pas, enfin, en tout cas, dans les groupements fruits et légumes, on n'a pas trop ressenti cette problématique-là, parce qu'on est aussi fortement lié à Biocop. Et que pour moi, par exemple, au niveau de Norabio, ce qui n'est pas vendu à Biocop, c'est quand même beaucoup des transformateurs. Et donc, avec des productions qui vont se retrouver dans les lignes de GMS, très probablement, là, on ne maîtrise pas, donc je ne peux pas vous dire. Mais donc, pour l'instant, je ne l'ai pas ressenti.
Mais c'est clair qu'on sent quand même qu'il y a les démarches alternatives, comme vous dites, de zéro pesticide, zéro résidu pardon, de pesticides et puis d'HVE qui commencent à venir en concurrence. Après, à nous aussi à montrer que le zéro résidu de pesticides, c'est juste des produits où en fait ils ont vérifié qu'il n'y a pas de pesticides, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas traité, quoi. Et donc, c'est quand même questionnant sur le modèle qui est porté par ce genre d'opérateur. On a répondu à votre question, Monsieur Gauthier. Oui, oui. Et bonjour. D'ailleurs, bonjour, oui, Philippe Gauthier, SFD. Si je puis. Est-ce que vous pouvez parler plus fort ou plus dans le micro? On vous entend de loin. De loin. Là, ça va mieux? Ben, pas trop. Je ne sais pas si les autres entendent bien. Un peu juste, oui. C'est un peu juste. Mais allez-y. Difficilement, je ne suis pas seul. Hein, donc, oui, oui. Voilà, c'est pour ça. Okay. Mais je voulais aussi vous poser la question, Monsieur Lancret, par rapport au développement de légumes bio en surgelé. Kantar estime le marché à 10% aujourd'hui de l'offre, ce qui commence à devenir très significatif. Vous avez déjà en partie répondu à ma question en disant que la transformation était importante. Est-ce que vous pensez véritablement que c'est là que les leviers de développement de la production légumière bio se trouvent? Et surtout, est-ce que ça devrait passer par des marques propres ou la MDD? Alors, je pense. Alors, le problème, c'est que, enfin, c'est pas un problème, mais dans les groupements de production de fruits et légumes de Biocoop, Norabio est une des seules à vraiment travailler cette filière-là de manière importante. Et aussi parce que, voilà, dans la région des Hauts-de-France, historiquement, on est un bassin de production en conventionnel et que les opérateurs comme Bonduelle, par exemple, sont dans la région et on a d'autres opérateurs, Argo, etc., qui sont là. Nous, alors, je veux dire, effectivement, on sent qu'il y a une demande importante des surgélateurs. Et je pense que pour partie, il y en a un certain nombre qui vont faire de la MDD pour les magasins, enfin les lignes de GMS. Et pour d'autres, et par exemple, c'est le cas de Bonduelle, on sent plus quand même qu'ils ont envie de développer leur propre marque Bonduelle Bio, quoi. C'est pas. Nous, on les a sollicités parce qu'on voulait faire un travail avec eux, quand c'est une entreprise régionale, malgré tout, pour faire la MDD, la marque de Biocoop en petits pois haricots verts. Et en fait, ils nous ont dit que non, ils ne voulaient pas rentrer dans ce schéma-là parce que je pense que effectivement, la MDD pour ce type d'opérateur, ils ont perdu de notoriété en faisant de la MDD, quoi. Et donc, en tout cas, mais là, je veux dire, il faudrait peut-être mieux vérifier avec Bonduelle directement, mais de ce que je peux sentir, c'est quand même pas la volonté des grands groupes qui ont notoriété. Hein. Ardo, je pense pas qu'ils soient dans la même dynamique parce que les produits Ardo, on n'en voit pas dans les états. Par contre, les pois et haricots Bonduelle, effectivement, on en voit. Et donc, je pense qu'eux sont plus là-dessus à vouloir se développer. Après, est-ce que c'est une solution d'avenir? Pour moi, il y a quand même une partie des consommateurs bio qui retrouvent dans le surgelé une facilité de travail et de simplicité aussi d'achat et pour cuisiner. Donc, c'est un vrai challenge pour moi de développer ça, même si, d'un point de vue écologique, le surgelé, ça demande de l'énergie pour être surgelé, pour être transporté, pour être stocké. Mais bon, voilà, après, la typologie et les consommateurs bio aujourd'hui sont plus ceux d'il y a 30 ans qui faisaient vraiment attention à tout et qui étaient très puristes sur l'ensemble des axes. Pour moi, ça reste un marché à développer, effectivement, quoi, avec des belles perspectives. La grosse crainte, ou en tout cas la difficulté qu'on aura, nous, au niveau groupement de producteurs, c'est qu'il faut qu'on arrive à se détacher ou en tout cas à éviter qu'on soit, encore une fois, pris parce que ce type de groupement, enfin de transformateurs, gère la partie semence, gère la partie récolte, et en fait, c'est presque de l'intégration, quoi. Parce que certes, c'est nous qui semons, c'est nous qui désherbons et on suit la culture, mais en fait, on maîtrise pas grand-chose dans cet aspect-là. Et quand quand le client représente 40 ou 50% des volumes qui passent par la coopérative, commence à être inquiétant. Et donc, tout l'enjeu pour nous, c'est vraiment de faire attention à cet équilibre-là
avec les différents clients et que, encore une fois, le paysan ne soit pas pris en étau et que ce soit la variable d'ajustement du reste de la filière. De toute façon, de manière générale, pour moi, l'enjeu de la bio, il est là. Hein, c'est pas de reproduire ce qui a été fait en conventionnel. Sinon, on aura les mêmes problèmes. Autre question, je vois que le temps tourne, de Dorothée Bourget, rédactrice en chef de Patato Planète. Carrefour dit que le marché de la pomme de terre bio est en retard sur les autres légumes et qu'il plafonne. Qu'en est-il de la pomme de terre vendue chez Biocop? Quelle est sa progression? Alors, je n'ai pas les chiffres précis sur la production de la gamme pomme de terre. Ce que je peux dire, c'est par rapport à l'expérience de Norabio là-dedans. Alors, on est quand même un opérateur. Norabio, cette année, on va rentrer à peu près 11 000 tonnes de pommes de terre sur à la fois un marché d'expédition donc conditionné, dont Biocop, mais on en fait aussi un peu pour d'autres opérateurs. Et puis, le reste, c'est pour la transformation avec les différents créneaux que je vous ai évoqués tout à l'heure. Donc voilà, on est quand même un opérateur important et notamment sur la partie transformation. Et donc ça, pour l'instant, il y a encore de la croissance. La seule difficulté aujourd'hui peut-être, c'est que on a fait des bons rendements dans la région et même au niveau national, et que du coup la consommation bio n'est pas forcément toujours corrélée avec la production. Et on a des années où en fait, on a des rendements moindres et donc en fait, on a une consommation qui continue à se développer. Donc on a un effet ciseau où voilà, il y a moins de pommes de terre que de consommation. Donc il y a des prix qui peuvent augmenter et puis on n'a pas cette production. Et puis des années comme cette année où je pense que effectivement c'est l'inverse. La consommation ne va pas réussir à absorber probablement la production de pommes de terre. Derrière ça, moi, ce que je pense qui est important, c'est qu'on ait des discussions avec les transformateurs pour qu'ils puissent absorber peut-être une partie de transformation d'avance. C'est-à-dire que je me souviens d'avoir eu des discussions avec un transformateur qui nous fait de la purée, enfin la purée, des flocons, où en fait, il nous restait de la pomme de terre en juin, là, qu'on ne savait pas vendre, et on savait très bien, au vu donc ça va être 2016, il me semble. Au vu de l'année, on savait qu'on n'allait pas avoir assez de pommes de terre à l'automne 2016, parce que les conditions avec le mildiou étaient compliquées. Et donc, ça a été compliqué de leur faire prendre, de leur dire, mais pourquoi vous ne transformez pas les pommes de terre qui nous restent là en juin? On a des DLC assez importantes, donc en fait, ça permettait justement de démarrer la campagne. Et ben voilà, c'est ce genre de mécanisme, je pense qu'il faut plutôt essayer d'adopter avec les transformateurs pour réguler les campagnes d'une année à l'autre. Parce qu'une pomme de terre, c'est pas du blé, on peut pas la garder 2 ans. Déjà au mois de juin, ça commence à être limite. Et après, sur la partie Biocop, on a des progressions sur la pomme de terre, notamment en sachet Kraft d'1,5 kg, 2,5 kg. Je pense que la consommation, et notamment sur le secteur nord, parce qu'il y a la région parisienne, c'est une façon de consommer, ou en tout cas de prendre, voilà, on prend un sachet de pommes de terre, elles sont propres, elles sont déjà dans un sac. Voilà. Donc il y a une progression, mais vous dire de combien, c'est difficile. Là-dessus, il faudrait plutôt se rapprocher du service de Biocop pour avoir les éléments beaucoup plus factuels. Mais vous ne diriez pas que le marché de la pomme de terre est en retard et beaucoup plus faible que celui des carottes ou des… J'ai pas l'impression, mais c'est difficile. Enfin, ouais, non, j'ai pas l'impression, en tout cas, que ce soit le cas. Ok, merci. Autre question, Tanguy Delin, journaliste freelance. Il y a une dizaine d'années, Benoît Canis, un maraîcher administrateur chez Biocop, évoquait des différences de point de vue sur les valeurs de la bio entre le collège producteur et le collège distributeur. Cette dualité existe-t-elle toujours aujourd'hui? Les producteurs doivent-ils se battre sur des enjeux comme l'approvisionnement français et la saisonnalité des produits? Et il y aura une dernière question que je vous poserai après. Alors, donc Benoît Canis n'était pas administrateur chez Biocop. Il est maraîcher bio depuis plus de 30 ans maintenant, hein, du côté de Lille, mais il est aussi sociétaire Biocop. Et donc, il a aussi pas mal œuvré au sein de Biocop à ce moment-là. La dualité, en fait, c'est plus la même dualité. Je pense que le réseau Biocop, les distributeurs, les sociétaires, donc le collège distributeur, le collège des magasins,
de Biocoop est conscient et en tout cas partage la stratégie de développement de la bio. Toute la difficulté aujourd'hui qu'on a aujourd'hui, nous, en tant que producteurs organisés collectivement, c'est justement l'articulation entre les approvisionnements locaux et l'articulation avec les groupements producteurs. On a parfois des difficultés parce que il y a des producteurs locaux qui fournissent les magasins, ce qui est très bien, mais qui du jour au lendemain vont arrêter parce qu'ils n'ont plus de production. Et donc, du jour au lendemain, les magasins vont aller dans les plateformes chercher des productions, c'est-à-dire ils vont venir vers les groupements de manière indirecte. Et on a des à-coups comme ça de commandes ou de non-commandes. En début de campagne, on va avoir beaucoup de demandes, par exemple, sur la courgette ou sur la tomate. Et puis, pendant que les maraîchers locaux fournissent les magasins, ben là, la demande va baisser. Puis après, ça va reprendre à la fin quand les maraîchers locaux ne vont pas. Donc, c'est plutôt cette articulation qui est difficile à travailler et donc des points de friction avec le réseau de magasins. Mais ce n'est pas une volonté en disant qu'ils ne partagent pas, c'est juste qu'aujourd'hui, on n'a pas su organiser les choses. Et moi, je trouve que depuis quelque temps, il y a une vraie discussion, une vraie prise en compte des problématiques des uns et des autres. Parce qu'aussi, nous, on apprend aussi le métier de… Enfin, on apprend. On comprend plus les problématiques qu'ont les distributeurs et les sociétés en magasin. Et donc, c'est vraiment dans cet échange-là qu'on doit avancer, je pense, sur l'échange avec les magasins. Et puis après, sur l'approvisionnement français et la saisonnalité des produits, aujourd'hui, c'est plus une question au sein de Biocoop, c'est clair, quoi. Il y a eu des débats, des discussions, notamment avec certains sociétaires qui disaient ouais, mais bon, mon voisin d'en face, il a des tomates en hiver. Ben oui, mais bon, voilà. Donc, à un moment donné, si le sociétaire magasin veut des tomates hiver, il ne faut plus qu'il aille à Biocoop, il faut qu'il aille dans une autre enseigne. Les sociétaires ou les gens qui investissent ou qui veulent, qui souhaitent adhérer et développer le projet Biocoop, ils partagent les valeurs, ils partagent le point de vue et le projet, quoi. Si c'est juste pour faire du commerce de produits bio, ben, il y a d'autres réseaux qui sont très bien et qui vont. Ah, c'est pas un jugement de valeur, mais en tout cas, nous, on veut y mettre beaucoup plus de choses, quoi. Dernière question, Monsieur Lancry. Il est déjà 10h39. Philippe Gauthier, journaliste à FLD, Fruits et légumes distribution. Le plan AgriFood présenté récemment par Open AgriFood propose d'assouplir la phase de transition de 3 à 2 ans pour le passage au bio. Qu'en pensez-vous? Pour moi, en fait, j'ai toujours considéré la phase de transition et donc de conversion comme un avantage, c'est-à-dire qu'on voit arriver les volumes de 3 ans avant. C'est-à-dire un producteur qui commence à convertir sa ferme, on sait que 3 ans après, il va être en bio et donc du coup, on sait les volumes qui vont arriver et donc on sait structurer, on peut anticiper les évolutions en termes d'offres et donc d'aller chercher des nouveaux marchés, d'aller contacter des nouveaux clients, etc. Et donc cette phase-là, elle est importante d'un point de vue, pour moi, de la structuration du marché de la bio et de l'évolution. Et toute la difficulté, c'est que on a un certain nombre de producteurs qui se convertissent et quand ils sont bio, ils viennent nous voir ou ils viennent voir les opérateurs en disant ben voilà, j'ai mis des pommes de terre en bio, est-ce que vous pouvez me les acheter? Et ça, c'est compliqué parce que on est sur un marché en croissance, mais un marché qui reste minoritaire. Et donc, les à-coups de croissance de 15-20% ou des à-coups de production, des écarts de production de 15-20%, c'est ingérable dans l'état actuel de la filière biologique, quoi. Il faut qu'on arrive à avoir des outils de régulation pour justement supporter. Et après, la deuxième partie, c'est que pour moi, la transition à la bio, elle est quand même, c'est un passage important et je pense que le consommateur ne comprendrait pas qu'on puisse réduire la transition, quoi. C'est historique pour moi et c'est important et donc je ne vois pas l'intérêt, quoi, de faire ça. Après, pour autant, chez Biocoop, le Biocoop accepte d'avoir des prix des produits bio qui sont en deuxième année de conversion. Un producteur, un maraîcher qui s'installe et qui veut faire des légumes, des tomates ou autre, il peut vendre sa production à Biocoop quand il est en deuxième année de conversion. Parce que voilà, il y a déjà eu un effort et tout ça, et que ça permet de pas trop. Parce que la période de conversion, en fait, vraiment, on produit en bio et on vend en conventionnel, au moins pendant la première année. La deuxième année, il y a des marchés de ce qu'on appelle le C2. Et donc, la partie, notamment aliments du bétail, peut accepter et prendre ce type de production.
Par contre, sur la partie légumes, il y a quelques enseignes qui le font. C'est pas... Et pour moi, c'est pas une bonne idée, en tout cas. Okay. Pour les raisons que je viens d'évoquer. Okay. Bon, il y a une autre question de Raphaël Lecoq de Planchamp. Question réflexion. Dommage de gouvernance. Dommage que Biocop n'ait pas été créé par des agriculteurs en termes de visibilité, de communication, de captage de valeur. Non, point d'interrogation. Alors, peut-être, mais en même temps, on a aussi des réseaux de distribution qui se disent producteurs commerçants. Et donc, si Biocop, les magasins Biocop auraient pu très bien aussi acheter des fermes et faire leurs trucs eux-mêmes. C'est d'ailleurs, certains ont cette idée-là, hein, en termes pour être autonome et puis pouvoir communiquer. Et je pense que du coup, toute la force aujourd'hui de Biocop, c'est que on soit autour de la table et que on est interdépendants, quoi. Nous, producteurs, on a besoin des magasins pour vendre la production de nos productions, et les magasins ont besoin de nous pour avoir des productions bio de qualité et tout ça. Donc, je pense qu'effectivement, il y a peut-être une question de visibilité et de communication au sein de Biocop pour être beaucoup plus visible sur la façon dont on fonctionne à Biocop. Mais je ne crois pas que ce soit indispensable que les agriculteurs aient été à la création de ce projet, parce que initialement, c'était quand même beaucoup, donc les années 80, hein, c'était des coopératives de consommateurs qui travaillaient avec des producteurs pour justement, parce que les uns et les autres avaient besoin, hein, les consommateurs voulaient des produits bio et les producteurs voulaient vendre leurs produits bio. Et c'est petit à petit que ça s'est créé de coopératives de distribution, de consommateurs à des petits magasins, et puis petit à petit, voilà. Et ça s'est structuré de ce sens-là. Et donc, le lien agriculteur, producteur et magasin a été, dès le début, mis en œuvre. Et d'ailleurs, en 86, ça a été créé, donc Biocop a été créé au niveau des magasins. Et en 2006, il y a eu la création de la section agricole, parce que les personnes de Biocop à l'époque voyaient bien qu'il y avait une nécessité de justement que la production soit associée dans le modèle de développement de Biocop, parce qu'au plus le Biocop grandissait, au plus les fondateurs historiques, probablement un peu utopistes de Biocop, voilà, c'est la main, vieillissaient, etc. Et les nouveaux qui arrivaient dans ces années-là n'avaient pas forcément la culture et l'histoire. Et donc, c'était des commerçants, ils voulaient ouvrir un magasin. Et donc, le lien avec les producteurs et les magasins, le fait qu'ils soient maillés, qu'on discute de tous les sujets, y compris la question du prix, qui est quand même un prix, qui est quand même un produit, un sujet très important, et ben ça dépassionne les sujets. Mais après, effectivement, j'ai pas de problème sur l'histoire ou le fait que ce soit des agriculteurs qui les créent. Par contre, je pense qu'on a des efforts à faire sur la communication et la visibilité de cette façon de travailler entre des réseaux de magasins et des réseaux de producteurs. Ok. Moi, j'aurais une question. J'en avais noté plein d'autres, mais c'est très bien. Il y a eu énormément de questions. Je remercie tous les participants dans ce débat interactif. En termes de gouvernance, donc, il y a le directeur général de transition va partir, Éric Bourgeois, il va être remplacé par Sylvain Ferry en début d'année prochaine. Bon, un ancien de chez Carrefour. Est-ce que ce n'est pas faire rentrer un peu le loup dans la bergerie de faire venir quelqu'un de la GMS? Enfin, bon, c'est une question un peu provocatrice, mais en termes de communication, bon, est-ce que derrière ça, on ne peut pas imaginer qu'il vient un peu en pionnier, que peut-être que c'est Carrefour qui va vous racheter, puisque Carrefour a bien racheté Bio C'est Bon. Alors, sur cette question-là, ça a été la même discussion ou le même sujet qu'on a évoqué au moment attendez, excusez-moi. Oui. L'embauche de Éric Bourgeois, donc l'ancien directeur, c'est que le Biocop avait besoin, comme je le disais tout à l'heure, d'être efficace. Enfin, la question de l'accessibilité prix pour Biocop ne passe pas forcément, enfin en tout cas, c'est pas la première axe de travail sur la baisse des prix à la production ou sur la prix des fournisseurs, la pression sur les fournisseurs. Et on sentait bien au sein de Biocop qu'il y avait une question
d'efficacité logistique, d'efficacité des services Biocop, etc. Et on est allé chercher justement Éric Bourgeois, ancien de chez Carrefour aussi, pour ces compétences-là. Parce que Biocop, ça reste un réseau de magasins de distribution, et que c'est le même métier de base qu'on aille chez Carrefour, à Auchan ou Biocop. Et qu'on avait besoin de ces compétences-là en termes de rigueur et de management, des choses comme ça. Donc, effectivement, ça peut faire peur. Moi, j'ai pas de soucis. Je trouve que le travail qu'a fait Éric Bourgeois en un an a été quand même assez formidable, parce qu'il a remis en chose les plats, il a remis au carré la coopérative Biocop en termes de contrat de base qu'elle doit avoir avec ses magasins. Et donc, là, aujourd'hui, l'arrivée de Sylvain, c'est un peu dans la même continuité. On a besoin de la compétence, du haut niveau de compétence des gens qui étaient dans des distributions généralistes, en l'occurrence Carrefour, quoi. Mais il aurait pu venir d'ailleurs, c'est juste que cette personne-là nous a semblé être le plus à même, en termes même de volonté, justement, de rompre un peu avec de mettre au service ses compétences et ses exigences de rigueur au service d'un projet, parce que c'est pas parce qu'on est dans l'économie sociale et solidaire, c'est pas parce qu'on est dans le bio qu'il faut si on veut être accessible en prix, il faut être aussi très rigoureux et très très cadré, je ne sais pas comment dire ça, mais bien organisé, professionnel, dans professionnel dans la façon dont on distribue les produits. Donc après, la déviance ou le fait que Carrefour pourrait racheter, c'est très compliqué, parce qu'aujourd'hui, la SA Biocop, c'est des sociétaires magasins, et donc il y a plus de 1000 sociétaires au sein de Biocop, dont les magasins, les producteurs et les salariés. Il faudrait vraiment que ce soit compliqué. C'est un homme, une voix, quoi. Donc, c'est pas parce que Carrefour mettrait. Enfin, il faudrait déjà que ce soit accepté. Mais bon, bref, au-delà de ça, c'est au conseil d'administration et aux sociétaires Biocop de faire vivre le projet politique de Biocop, qui est la charte que je vous montrais tout au début de mon intervention. C'est ça le projet biologique, c'est-à-dire de développer une agriculture biologique exigeante par la consommation. Et donc, ça, c'est le rôle du conseil d'administration de Biocop et des sociétaires, de maintenir le cap, de développer ou de définir la stratégie de Biocop dans les années à venir, et la direction générale, et donc Sylvain en premier, est là pour appliquer ce que les sociétaires souhaitent. C'est à nous d'être bons politiquement, effectivement. On l'a vu dans les COP conventionnels, à partir du moment où les paysans et les sociétaires ou les adhérents ont abandonné aux techniques et aux techniciens la gouvernance et le développement de leur structure coopérative. On a bien vu les évolutions des coopératives conventionnelles, où en fait le paysan, on s'en fout, quoi. On est centré sur la croissance de l'outil et pas sur le projet initial, qui est de développer ou de faire vivre les paysans, quoi. Donc pour moi, il n'y a pas de problème à partir du moment où on a un CA, un conseil d'administration qui est fort et des sociétaires qui sont impliqués. Ok, merci. Ce sera le mot de la fin. Je remercie encore tout le monde d'avoir participé. Nous étions 22 au plus fort de la fréquentation. Je vous remercie. Je dis bonjour à tout le monde que j'ai pas eu. J'ai vu qu'il y avait Rosine aussi qui était là du GNIS. Je la salue. Merci, Monsieur Lancry, d'être venu ce matin, nous expliquer un peu la stratégie de Biocop. Et le sujet vraiment a énormément plu, ce qui prouve qu'il faudra revenir dessus d'une manière ou d'une autre. Merci aussi à l'agence Marie-Antoinette et à Marion Rivaud spécialement de nous avoir fait connaître Monsieur Lancry. C'était passionnant. Bonne fin de matinée et à bientôt avec l'AFJA. Au revoir. Au revoir à tous. Bonne journée à tous. Au revoir. Retrouvez l'actualité de l'AFJA sur www.afja-asso.fr.